Eh bien, merci. Donc, moi, aujourd'hui, je vais vous parler maintenant de choses qu'on a pu réaliser à Dijon, mais sans aucune cavité. Donc là, ce sera juste une propagation passive et on va utiliser des fibres optiques et éventuellement des effets non linéaires qui peuvent intervenir dans ces fibres optiques. Donc, hop, l'idée, c'est de pouvoir générer des formes un petit peu différentes de sinus, de gaussiennes, et d'essayer de le faire assez simplement et à des débits qui sont assez élevés. Donc, je vais déjà revenir un petit peu sur la méthode que les opticiens aiment bien faire. Donc maintenant, on a plein de possibilités avec les lasers en termes de durée, en termes de longueur d'onde, en termes de cadence, mais on reste assez limité, notamment quand on veut générer des formes de quelques picosecondes ou de quelques centaines de femtosecondes. Les formes qu'on a généralement, c'est des formes gaussiennes ou bien des formes de séquences hyperboliques. Et parfois, on a envie de faire autre chose et d'avoir des formes, par exemple, comme une impulsion parabolique inversée, une impulsion triangulaire ou bien une impulsion rectangulaire. Autrement dit, on aimerait avoir dans le domaine de l'optique la même chose qu'on peut maintenant avoir dans le domaine de l'électronique avec les générateurs de formes arbitraires. Alors pour ça, on dispose d'une technique qui marche assez bien, c'est le façonnage linéaire. Donc maintenant, c'est bien connu dans le domaine de l'optique, dans le domaine de l'optique ultra brève. On part d'une impulsion qui est générée par un laser ultra bref et on va avoir notre impulsion cible. Donc on a notre champ initial, notre champ visé, on bascule dans le domaine spectral et pour passer du champ initial au champ cible, eh bien, c'est juste une fonction de transfert qu'on doit appliquer, quelque chose qui sera défini à la fois en amplitude et en intensité. Et ça nous permet de réaliser l'impulsion qu'on veut obtenir avec une grande flexibilité. Néanmoins, il y a quand même quelques limites, c'est qu'on doit partir avec une impulsion qui est vraiment très très courte. Typiquement, si on veut avoir une impulsion picoseconde, on aura tendance à partir initialement avec une impulsion femtoseconde. Alors, les dispositifs dont on dispose dans les télécommunications optiques, maintenant, c'est des boîtes. On a le filtrage qui est réalisé par un modulateur, par une matrice, qui va nous appliquer à la fois la fonction de transfert en intensité et en phase. Et on a une entrée, une sortie, et on programme ce qu'on désire sur ce façonneur optique. Alors, nous, alors il y a d'autres possibilités, hein. Il y a toute une gamme de possibilités qu'on a notamment étudiées à Dijon, où on utilise la non-linéarité dans les fibres optiques. Et grâce à cette non-linéarité, on est capable de générer des impulsions paraboliques ou des impulsions avec un profil triangulaire en choisissant le bon ratio entre dispersion et non-linéarité. Donc ça marche aussi très bien. On a quand même du mal à monter à des débits supérieurs à 10 gigas, ou même supérieurs à quelques gigas. Pourquoi? C'est parce que la puissance moyenne dans ce cas-là qui est nécessaire devient trop importante. Donc là, c'est pas forcément vers ces méthodes que je vais m'orienter aujourd'hui. Ce qu'on a cherché à faire, c'est de la synthèse optique de Fourier. Et dans ce cas-là, eh bien, c'est toujours un petit peu le même principe. On a notre signal initial, on a notre signal cible, mais là, on va prendre en compte le fait qu'on va travailler à un débit qui est assez élevé. Et du coup, les spectres qu'on va devoir considérer, eh bien, ça ne va plus être des spectres continus, ce sera des spectres qui vont être des spectres de Ray, dus au taux de répétition. Et du coup, notre fonction de transfert qu'on aura appliquée, eh bien, ça va devenir une fonction discrète. Et là, la question qui va se poser, c'est de savoir combien de composantes on doit manipuler pour réussir à avoir la forme qu'on désire. Et notre objectif, nous, c'était d'essayer d'en manipuler le moins possible. Alors, il y a eu des travaux qui ont montré qu'avec 5 composantes spectrales,
eh bien, on arrive déjà à faire quelque chose. C'était des travaux faits à Southampton où ils ont asservi 5 lasers différents, ce qui leur a permis, en contrôlant la phase, de générer les formes qu'ils souhaitaient. Et nous, on a cherché à savoir si, avec moins de 5 composantes, on pourrait générer des triangles ou des paraboles. Alors, moins de 5, bon, avec une composante, on peut rien faire. Avec 2 raies, on peut rien faire non plus parce que 2 raies spectrales, dans le spectre optique, hein, ça va juste générer une onde sinusoïdale. Alors la question va se poser sur le cas où on aurait 3 raies ou bien 4 raies dans le spectre optique. Alors, ce qui est bien, c'est que ces 2 cas, eh bien, on peut les traiter avec le même formalisme. Qu'est-ce qu'on a comme paramètres, qu'on peut faire varier dans ce cas-là? Eh bien, on va avoir la phase entre les composantes centrales de notre spectre optique et les composantes latérales, et puis on va avoir le rapport entre la composante la plus élevée et puis les composantes latérales. Donc seulement 2 paramètres, qu'on peut faire varier et donc on va pouvoir mener une étude systématique pour voir si avec 3 ou 4 traits, on serait en mesure de synthétiser les profils, qu'on désire. Alors pour ça, on se définit une fonction de coût, tout à fait traditionnelle et là, on a les résultats de la fonction de coût dans le cas d'un profil parabolique. Et ce qu'on voit, c'est qu'avec 3 raies, l'erreur, elle est toujours assez significative. Donc, on peut éliminer le cas 3 raies. Et dans le cas 4 raies, par contre, là, ça va être intéressant parce qu'on voit qu'il y a une gamme de paramètres pour laquelle eh bien, notre erreur, elle est très limitée. Et ce qu'on voit aussi, c'est que le paramètre le plus important, c'est avant tout le déphasage entre la composante centrale et la composante latérale. Alors voilà, avec seulement 4 traits, le profil parabolique qui peut être généré à haut débit. Et si on s'intéresse au profil temporel, enfin de phase ou de chirp, là par contre, nos impulsions, elles n'ont pas un chirp qui est plat, elles n'ont pas une phase qui est constante. Et ça, c'est un petit peu la différence par rapport aux techniques les plus usuelles où les personnes vont se mettre comme cible un champ parabolique. Ici, nous, c'est un profil d'intensité parabolique qu'on s'est fixé et donc on a libéré une contrainte concernant la phase temporelle de l'impulsion, ce qui nous permet de trouver cette solution avec seulement 4 bandes spectrales à mettre en œuvre. Donc là, c'est l'exemple pour un train d'impulsion parabolique. Donc pour l'instant, c'est avant tout des résultats numériques. Et on peut explorer les résultats également pour un train triangulaire. Et on voit qu'on peut générer aussi un très beau train triangulaire. euh, et d'autres formes peuvent apparaître comme une parabole inversée ou bien une forme assez plate. Et entre toutes ces formes, ici, ce qu'on peut aussi noter, c'est qu'on a juste fait changer la phase. Là, pour tous ces exemples, j'ai maintenu le rapport entre les composantes centrales et les composantes latérales identiques. Donc, juste en contrôlant la phase, on va pouvoir passer d'une forme à l'autre. Alors, comment on a fait ça expérimentalement? Eh bien, on part d'un laser continu, et ce laser continu, on va le moduler en phase à partir d'une horloge à 20 gigas. Cette modulation de phase va nous faire apparaître des nouvelles lignes de notre spectre. Et voilà le spectre typique qu'on obtient. On peut prédire l'amplitude de ces différentes lignes spectrales. On va ensuite mettre en forme ces lignes spectrales. Et la première chose qu'on doit réaliser, c'est garder une seule composante sur 2 pour éliminer la composante centrale. Donc là, ça va permettre, non seulement de partir avec notre spectre à 4 bandes, mais ça va permettre aussi en même temps de doubler notre débit. On va obtenir là maintenant un débit qui est à 40 gigahertz. Alors là, ce qui est bien, c'est que comme on vise des débits qui sont assez élevés, plusieurs dizaines de gigahertz,
notre façonnage, on peut le réaliser dans le domaine tout optique avec des dispositifs commerciaux. Ce qu'on va faire ensuite avec le même façonneur, c'est qu'on va, fixer notre ratio, au bon niveau et puis ensuite, donc voilà le résultat une fois que le ratio est fixé et ensuite on va ajuster, toujours avec le même façonneur, la phase entre les différentes composantes spectrales. Et là, ben, on observe bien le profil parabolique qu'on espère, qui est assez stable. Ici, c'est vu sur un oscilloscope optique à échantillonnage. Et si maintenant je change la phase, eh bien, on voit qu'on va passer à travers toutes sortes, de formes différentes et notamment, on va pouvoir générer les profils triangulaires qui sont propres et qui sont stables et on va aussi pouvoir, générer des profils avec des impulsions qui présentent un plateau qui est un petit peu plus marqué. Donc là, un seul paramètre de contrôle suffit pour passer d'une impulsion à l'autre, c'est la phase. Donc tout ça, ce sont des résultats à 40 gigas et on a essayé de monter plus haut en débit, jusqu'à 80 gigas. Là, on avait quelques petites limites au sein du labo par rapport au matériel qu'on dispose. Donc on part toujours d'une onde continue, mais là, à l'époque, on n'avait pas de modulateur de phase qui était capable de supporter un débit de 40 gigas. Donc on a pris une autre approche, on a utilisé un modulateur d'intensité relié à une horloge à 40 gigas et on a opéré ce modulateur d'intensité au point de transmission nul. Donc ça nous permet d'avoir directement eh bien, un spectre où on a supprimé la porteuse et où les deux raies principales sont séparées de 80 gigas. Là, l'inconvénient, c'est que les raies latérales sont extrêmement faibles. Donc on ne va pas pouvoir faire directement l'opération de façonnage sur ce spectre-là, parce que les propriétés en termes de bruit, là, seraient très mauvaises. Donc, ce qu'on va mettre en œuvre, eh bien, c'est un processus non linéaire dans une fibre non linéaire. Donc on va amplifier la modulation qu'on a obtenue après notre modulateur d'intensité. On l'amplifie dans un amplificateur Erdium. Hein. Ce que je n'ai pas dit, c'est que tous ces résultats sont obtenus à 1550 nanomètres avec à chaque fois du matériel très traditionnel des télécommunications optiques. Et cette fibre hautement non linéaire, elle va nous permettre eh bien, d'avoir un mélange entre les différentes composantes spectrales et ça va nous permettre de générer les composantes latérales dont on a besoin. Donc ça, eh bien, on peut le prédire à travers l'équation de Schrödinger non linéaire notamment, et on voit qu'on est capable, quand on règle bien la puissance moyenne, d'atteindre le bon ratio entre les composantes centrales et les composantes latérales. Bon, il y a des composantes supplémentaires qui apparaissent, mais elles sont très limitées. Alors, expérimentalement, bien, on a réalisé tout ça. On a notre laser continu qu'on a modulé. Alors, on l'a quand même un petit peu réamplifié parce que comme on travaille au point de transmission nulle, on perd beaucoup en termes d'énergie. Donc, on l'a réamplifié, on l'a refiltré pour limiter l'accumulation d'ASE et on l'a envoyé dans une fibre hautement non linéaire d'1 kilomètre. Alors ici, il y a quand même une limite qu'on doit prendre en compte, c'est la limite de la rétrodiffusion Brillouin. On était juste à la limite de ce seuil de rétrodiffusion, donc ça va, ça allait encore. Et derrière, on fait le façonnage qu'on attend et on détecte le signal qui sera ainsi façonné à 80 gigas. Là, notre dispositif de détection, c'est un analyseur complexe qui est vendu par Apex. Et les résultats qu'on obtient, donc voilà le signal juste à l'entrée de la fibre hautement non linéaire. Donc il y a un petit résidu de composantes centrales et on voit que les composantes latérales sont très très limitées. Mais grâce aux effets non linéaires dans la fibre hautement non linéaire, on voit qu'on a généré eh bien, de nouvelles composantes latérales qu'on va pouvoir mettre en forme.
et après shaping, ben, on espère avoir les profils qu'on désire. Alors là, on a essayé de maintenir le niveau de bruit assez faible, mais il y en a quand même en raison du bruit d'amplification spontanée qui est introduit par les amplificateurs optiques qu'on utilise. Et voilà le type de résultat qu'on peut avoir. Alors cette fois-ci à la cadence de 80 gigas. Notre dispositif permet aussi d'avoir le chirp. On voit qu'on a toujours un chirp qui est très marqué pour ses profils d'intensité et on voit qu'on peut générer bien, des impulsions triangulaires, des impulsions paraboliques, comme on l'espère, et qu'on peut générer aussi des impulsions plates, des impulsions qui ont une forme de parabole inversée, donc une grande variété de profils, et encore une fois, en modifiant uniquement la phase qu'on applique dans le dernier étage de shaping. Donc, j'en arrive à la conclusion. Donc, ce que j'ai essayé de montrer, c'est qu'on peut faire de la mise en forme de profils d'intensité sans avoir forcément à utiliser des dizaines de composantes spectrales. Il suffit en fait d'avoir 4 bandes spectrales pour pouvoir générer comme ça ces profils de triangles, de paraboles, ces profils flat talk. Ici, ce qui nous a permis un peu de relaxer la contrainte, c'est qu'on s'intéresse uniquement au profil d'intensité. Ici, on a inclus un façonneur, mais on pourrait le remplacer. Il n'est pas forcément utile. On pourrait le remplacer par des éléments dispersifs convenablement choisis. Donc, comme il me reste un tout petit peu de temps, je voulais vous montrer un autre exemple de ce qu'on peut faire. Ici, c'est un objectif complètement différent. L'objectif, c'était de générer des trains d'impulsion ultra brefs, donc avec une durée inférieure à la picoseconde, en partant encore une fois d'un laser continu, d'un peu d'optoélectronique et d'une association de différentes fibres. Donc là, comment on a pu réussir à le faire? On est parti d'un laser continu sur lequel on applique une modulation de phase à 14 GHz, et cette modulation de phase, on va la remettre en forme en appliquant un profil spectral de phase triangulaire, avec des sauts de phase de π/2 entre chacune des composantes de notre spectre. Ça nous permet de transformer la modulation de phase initialement sinusoïdale en un train d'impulsion. Et ce train d'impulsion, on va ensuite diviser sa durée temporelle d'un facteur 10 en utilisant une propagation dans une fibre hautement non linéaire suivie d'un élément dispersif. Et vous voyez que le train qu'on obtient en sortie de tout ça, c'est un train qui est stable et qu'on peut parfaitement prédire à partir, par exemple, d'une modélisation des éléments non linéaires par l'équation de Schrödinger non linéaire. Donc ici, pas de cavité, mais on arrive quand même à faire des choses qui peuvent être intéressantes pour différentes applications. Donc voilà, ici, c'est les différentes personnes du laboratoire qui sont intervenues lors des différents résultats. Donc voilà, j'ai essayé d'être assez bref pour rester dans la durée qui était pour le laboratoire interdisciplinaire Carnot de Bourgogne. Donc maintenant, je répondrai à vos questions avec plaisir.